tail of the tape for this pro heavyweight showdown between Paul Zoro and Craig Berkman. Out of the blue corner, Paul Zoro, 26 years of age, 6 fights, all 1-5 record, trains out of Cebu City. Meanwhile, out of the red corner, Craig Berkman, 20 years of age, 6'4", making his professional debut, highly touted former. Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygène Fitness, c'est Jérôme accompagné de Pierre aujourd'hui. Salut Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Donc Pierre c'est un combattant MMA, en tout cas depuis quelques années, même s'il a mis son activité de côté depuis quelques temps pour des raisons qu'il partagera. Voilà. C'était. Et très bientôt donc il combattra en Angleterre pour un combat de MMA. Exactement, le dernier. Magnifique. Alors Pierre, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va, je suis en vacances donc tout va bien. Voilà. Les vacances. On se sent bien, pas trop vieux et puis ça me fait plaisir de te retrouver après une coupure de peut-être 16 ans, c'était pas depuis 16 ans. Ça fait un moment, ouais. Il faut savoir que Pierre, je l'ai rencontré en école gendarmerie, donc c'était à Chaumont, donc ça remonte aux années 2000. Hein. 2004. Pour certains qui sont sur la chaîne, ils n'étaient pas encore nés, mais pour autant, donc, on a beaucoup de souvenirs en commun et c'était l'occasion de se retrouver pour repartager un petit peu ses projets d'avenir par rapport à sa passion qui est donc, le MMA et les sports de combat en général. Pierre, un petit rappel par rapport à ton parcours. Je suis gendarme donc depuis 2003, gendarme adjoint, ensuite sous-officier depuis 2004 où j'ai rencontré Jérôme et parallèlement à ça donc j'ai ma petite carrière, j'ai toujours été attiré par les sports de combat, notamment par le MMA, j'ai découvert avec l'Ultimate Fighting Championship comme beaucoup d'entre vous. Seulement à l'époque, quand j'ai découvert ça à la fin des années 90, c'était pas la hype comme on dit maintenant, la popularité de ce sport n'était pas à son paroxysme. C'était vraiment les balbutiements et les débuts d'un système de combat archaïque, mais qui m'intéressait dans le sens où j'ai commencé par du judo, j'ai fait aussi du full contact au début, et en fait à chaque fois que j'étais dans un sport, dans une discipline, il me manquait quelque chose. En boxe, ce qui me manquait c'était de pouvoir attraper mon adversaire et de lutter ou de l'amener au sol, et quand je faisais du judo, ce qui me manquait c'était de pouvoir le frapper, mettre des percussions. Et puis, à l'époque, il y avait encore les vidéoclubs pour louer des VHS, des vidéocassettes. Et dans mon vidéoclub, il y avait un rayon arts martiaux, films d'action, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, voilà, tout. Légendaire. Légendaire, tout ce qui a bercé notre enfance, notre adolescence dans les années 80-90. Et un jour, je jouais une VHS qui ressemblait pas au film. Qu'est-ce que c'est? J'aimais bien le catch quand j'étais petit aussi, donc je regardais le catch. Ça ressemblait à du catch, mais c'était bizarre, il y avait des types en sang sur la jaquette, et je fais bon, bah voilà, je l'ai loué, j'ai dit on va voir ce que c'est. Et en fait, c'était un des tout premiers UFC, donc c'était l'UFC 2 précisément, le tournoi, donc c'était des affrontements réels en cage, sans limite de temps, sans limite de poids, et au finish. Et quand j'ai vu ça, je devais avoir 14-15 ans, et waouh, je suis tombé comme disent les Canadiens, je suis tombé en amour du sport. Et je dis c'est génial en fait, c'est un sport de combat où on peut à la fois frapper, agripper l'adversaire, l'emmener au sol, continuer le combat au sol, frapper, immobiliser, étrangler, faire des clés. Et en fait c'était vraiment du travail martial sans limite et c'est ça que tout de suite, c'est l'aspect technique plus que l'aspect spectaculaire et violent qui m'a attiré dans ce sport. Et donc je me suis lancé, donc à l'époque il y avait très peu de clubs dédiés à cette discipline en France. C'était assez particulier, c'était un peu pas l'époque des pionniers, mais bon, c'était complexe. Il n'y avait pas Internet, donc pour regarder des combats, pour se documenter, c'était vraiment la méthode de la découverte un peu à l'arrache. Donc en fait, j'ai continué le judo. Parallèlement à ça, j'ai trouvé dans ma ville, à Épinal, dans les Vosges, dédicace, un club de Kenpo. Donc c'était le Samurai Gym à Épinal, où il y avait plusieurs styles de Kenpo à l'intérieur. Il y avait de la self-défense, il y avait également du Kenpo traditionnel, dans le sens martial du terme, et il y avait une forme de Kenpo qu'on appelle le Bugai, qui est un style qui a été repris par des Français, qui en fait est du combat libre, du MMA. Donc à l'époque, on n'appelait pas ça encore MMA, c'était vraiment combat libre ou free fight, dans le terme un peu barbare, qui reprenait vraiment les codes de cette discipline, et sans qu'on le sache encore, qui allait devenir le MMA. C'était en fait des percussions, boxe pied-point, de la lutte ou judo pour amener au sol, et c'était en kimono pour garder un aspect traditionnel et sportif. Donc j'ai commencé par là, et paradoxalement à ça, quand je suis passionné, j'ai tendance depuis mon jeune âge, donc là 14-15 ans ça a commencé, j'ai tendance à être jusqu'au boutiste.
C'est-à-dire que je suis passionné, et je vais m'intéresser à un sujet et je vais être à fond dedans et je vais plus penser qu'à ça et faire que ça. Donc je m'entraînais tant que je pouvais, parce que c'est pareil, j'étais encore chez mes parents, donc j'avais pas les moyens financiers pour m'inscrire dans n'importe quelle salle. Et ben, je réussissais à tenir à l'époque commander des cassettes VHS à l'étranger pour apprendre des techniques qu'on ne nous enseignait pas au judo par exemple, notamment tout ce qui était clé de cheville, du travail sans kimono, c'est une approche complètement différente. Avec certains magazines, j'ai retrouvé quelques reliques comme karaté, combat bushido, voilà, ce genre de choses. Celui-là il date de 2001. Voilà. Collector. Collector, ça c'est j'ai que des collectors. Et donc à l'époque, on n'avait pas internet, il n'y avait pas YouTube. Donc si on voulait avoir un peu d'informations, un peu de documentation, et ben, il fallait faire des bons de commande avec un chèque, l'envoyer, on recevait la cassette 2-3 semaines plus tard. Et j'ai commencé à me former donc, au free fight, à l'époque aussi appelé NHB, No Holds Barred Fighting, donc combat sans règles. Avec le judo et le kenpo pour le côté vraiment être encadré par des professeurs, parce que c'est important, voilà, on ne peut pas prendre une discipline complète sur YouTube en faisant tout seul. Mais j'avais aussi ce côté un peu autodidacte, je regardais donc des vidéos instructional, des magazines, des livres, et le samedi après-midi, j'avais un centre social qui me donnait accès à une salle dans laquelle ben, je me retrouvais avec des copains, des volontaires, et puis c'était un peu notre laboratoire, on expérimentait en plus des entraînements traditionnels de judo et de kenpo, on faisait ça le samedi, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce sport qui petit à petit, ben, qui a pris de l'ampleur, qui a pris énormément d'ampleur, qui est légalisé en France depuis l'année dernière, hein, faut le savoir. C'était un peu le sport Octobre interdit. 2020, je crois. Octobre 2020, exactement. Ça a été officiellement légalisé par le gouvernement, par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans ce sport et petit à petit, ben, T'as gravi les échelons. J'ai gravi quelques échelons, ouais. J'ai gravi quelques échelons. Once again, please show your appreciation for our two fighters on our first pro fight of the night. In the blue corner, Pao Zoro. Tu peux nous parler de Pao, tiens, rapidement, ton premier? Le Pao, ouais, Pao, donc c'est mon surnom en tant que combattant, mais avant d'être mon surnom de combattant, c'était aussi en fait, c'est tout simplement mon surnom familial. C'est comme ça que m'appelaient mes parents quand j'étais petit, comme ça que m'appelaient mes amis proches dans ma ville natale. Et en fait, ça s'est transporté, j'ai envie de dire, presque logiquement et naturellement au sport de combat, puisque quand j'ai dû combattre mon premier combat en Angleterre, donc contre David Wilson, qui est le promoteur et le coach de mon futur adversaire, on m'a demandé de donner quelques renseignements pour ma fiche de combattant et dont mon surnom. Et moi, j'ai jamais eu de surnom de combattant, donc je dis, bah, j'en sais rien, j'en ai pas. Ah, mais il nous en faut un. Bon, bah, je me voyais pas mettre quelque chose, c'est pas dans ma nature d'être prétentieux ou de dire, voilà, le destructeur, le tueur, ou là, je ne voyais pas assumer un nom comme ça. J'ai dit, bah, s'il vous faut un surnom, bah voilà, Pao, c'était mon surnom d'enfance, on va dire. Et du coup, c'est resté, puisque en Angleterre, tous les combats que j'ai fait en Angleterre, les gens pensaient que Pao c'était mon prénom. Okay, ouais. Donc en fait, sur les fêtes cartes, c'était même pas Pierre Pao Zoro, c'était Pao Zoro tout court, et puis en avant quoi. Alors sur YouTube, on peut trouver certains combats où c'est en cherchant uniquement Pao Zoro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premières expériences au haut niveau? Alors au niveau, voilà, à niveau on va dire professionnel, sérieux, en 2006, donc j'étais gendarme mobile à l'époque, comme toi je pense. Et j'ai passé ma ceinture noire en Bugei, donc ce fameux style de Kenpo orienté vraiment en compétition et MMA amateur. Et là, bon, bah, j'étais instructeur, donc j'ai créé un club, enfin une section CSLG à l'escadron de gendarmerie pour donner des cours aux gendarmes, familles de gendarmes de MMA. Enfin, on va dire à l'époque on appelait ça plutôt combat libre sportif, c'était moins effrayant. Et on avait encore du mal à poser le nom MMA sur cette discipline. Et là, je me suis dit, bah, tu t'enseignes des techniques, mais j'avais jamais pratiqué, j'avais fait quelques compétitions amateurs en judo, en kenpo, mais jamais vraiment de combat de free fight ou de MMA en réel. C'est vrai que ça peut faire peur aux gens, cette appellation MMA, parce que c'est nouveau en France, hein, comme on l'a dit. Rassure-nous, c'est comme un sport qui est réglementé. Complètement, c'est pour ça qu'on fait la distinction, maintenant on appelle ça vraiment du MMA. C'est le terme qui a été dédié pour ce sport, donc Mixed Martial Arts, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, c'est arts martiaux mixtes. C'est un mélange d'arts martiaux. Alors qu'à l'époque, effectivement, dans les premiers galas,
Il y avait très peu de règles, je crois qu'il y avait 4 ou 5 règles distinctes, ce qui est vraiment peu. Donc on n'avait pas le droit d'enfoncer ses doigts dans les orifices donc, oculaires, hein, les oreilles ou autres. On n'avait pas le droit de mordre et on n'avait pas le droit d'hameçonner. Donc, hameçonner, c'est le terme de crocheter à l'intérieur de la bouche, mettre un doigt pour tirer, ce qui se faisait dans les vieux combats de boxe clandestin en 19e, 18e siècle. Donc ça, on n'avait pas le droit de le faire. Et voilà, c'était à peu près tout. Il n'y avait pas de catégorie de poids. On pouvait très bien avoir un combattant de 75 kg qui affrontait un poids lourd. Il n'y avait pas de limite de temps. Donc une fois que le combat était lancé, c'était soit un des adversaires abandonné, soit il était meilleur combat, donc soit KO, soit étranglé, soit des membres cassés, soit ses hommes de coin jetaient l'éponge. Donc c'était vraiment au finish, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de décision, voilà, c'était le combat durait tant qu'il durait et il y en avait un des deux qui finissait moins bien que l'autre. Alors que maintenant, justement, vu l'engouement qu'il y a eu pour ce type d'affrontement, l'engouement qu'il y a eu pour ce sport, et la médiatisation qui, d'année en année, est montée crescendo et qui atteint actuellement son âge d'or, on ne peut plus se permettre d'avoir ce niveau de violence et ce niveau de laisser aller par rapport aux règles. Donc petit à petit, le sport s'est construit sur une échelle de 20-30 ans. On a commencé à mettre de l'équipement pour les combattants. Avant, c'était main nue, on se battait main nue. On a commencé à rajouter des gants, les fameux gants un peu type Nintendo coupé, oui, qui permettent de frapper et de saisir en même temps. On a rajouté des limites de temps. Donc, au début, il y a eu plusieurs essais. Au début, c'était un round de 12 minutes, plus des prolongations de 3 minutes. Enfin bref, maintenant, on est arrivé, le MMA international, c'est des rounds de 5 minutes. Donc, 3 reprises de 5 minutes pour un combat standard, 5 reprises de 5 minutes pour un combat de championnat, un combat pour le titre. Et, qui dit combat pour le titre, qui dit combat de championnat, dit catégorie de poids. Donc on a commencé à instaurer des catégories de poids et petit à petit, maintenant, c'est un sport qui est aussi complet, aussi encadré et suivi, que ce soit médicalement, que ce soit réglementairement, que la boxe anglaise, par exemple. D'ailleurs, sport qui concurrence en termes de 10 mètres la boxe anglaise et en termes de popularité. Craig Burke out of the red. Dan, don't blink. This fight this may end early. T'as des spécialités, toi, un peu, Pierre? Moi, ma préférence, ça a toujours été le combat au sol. Jiu-jitsu brésilien, le grappling, le sambo. J'aime beaucoup gagner par soumission, si je peux. Voilà. Après, avec le temps, j'ai appris à travailler une boxe propre et à prendre plaisir à boxer. Maintenant, j'aime bien boxer. Et on va dire que mon style va dépendre de mon adversaire. Si j'ai un adversaire qui est plutôt à l'aise debout, je vais chercher le sol là où je suis confortable. Si j'ai un adversaire qui est polyvalent ou qui n'est pas forcément très bon en boxe, je vais prendre plaisir à essayer de le boxer aussi. Après, j'ai jamais gagné par KO. J'ai toujours gagné par soumission, donc si je peux gagner par KO un jour, peut-être bientôt, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, ouais, tu as travaillé forcément sur tes faiblesses et maintenant tu es beaucoup plus complet qu'au départ, j'imagine. Plus complet, et puis moins d'appréhension sur certaines choses. Et puis après plusieurs années de travail, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans les arts martiaux, avec certaines coupures. Mais bon, l'expérience acquise elle est bien présente. Zorro from France goes head-to-head with Craig Burke, joined alongside by Paul Zorro himself from Lyon, France. Paul, thank you very much for joining us. Qu'est-ce que tu as retenu de tes combats au plus haut niveau? D'ailleurs, où est-ce que tu as combattu? Tu m'avais parlé un peu d'étrangers. C'est ça. Alors à l'époque, bien sûr, comme c'était pas légalisé en France, j'ai combattu à l'étranger. J'ai remporté un Grand Prix d'Europe de grappling dans une fédération française à côté de Mulhouse. Et en fait, grappling, donc, sans les frappes, que la lutte et le combat au sol. Ça m'a ouvert les portes pour la même année, en septembre, intégrer l'équipe de France de lutte grappling pour participer au championnat du monde en Turquie, à Antalya. Je suis allé jusqu'en quart de finale. Et en quart de finale, j'ai rencontré l'ex-combattant de l'UFC, Jeff Monson, de Snowman, qui était le champion du monde sortant aussi, et qui à l'époque avait déjà combattu pour le titre UFC. Et bon, c'est un de mes combattants préférés. Et le fait de l'avoir en face de moi en quart de finale, il m'a roulé dessus. Quand j'ai été pris, j'ai abandonné, et bon, toujours déçu de la défaite, mais c'était une expérience géniale. Et lui d'ailleurs, c'est un bonhomme qui est impressionnant physiquement à voir, mais d'une gentillesse, et il dégage un calme et une sérénité impressionnante.
Voilà, c'était utopique de penser gagner contre lui et aller chercher un titre derrière. Mais en tout état de cause, ça m'a ouvert certaines opportunités, puisque le fait d'avoir fait ces 2 compétitions, d'avoir combattu contre cet adversaire cette année-là, tout de suite après, on m'a proposé un combat en Allemagne, un combat pro. C'était pour faire un France-États-Unis sur une base militaire américaine en Allemagne. Et donc 8 combattants français contre 8 combattants américains. Et donc je faisais partie des 2 combattants poids lourds de l'équipe française. J'affronte un sergent de l'US Army, un staff sergeant, qui était plus grand que moi et à peu près même gabarit, peut-être quelques kilos de plus. Il se trouve que c'était tellement la panique en fait dans la préparation de ce combat, enfin voilà, que mon manager a complètement oublié de me mettre de la vaseline. Donc, note de la rédaction pour les gens qui ne me connaissent pas, vous verrez souvent dans les MMA ou dans la boxe des médecins mettre de la vaseline sur les arcades, sur le nez, sur la mâchoire des combattants. S'il y a de la vaseline, ça permet d'éviter une coupure ou une blessure, voilà, ouais. Des arrachements. Ça permet, le coup, l'impact vous le prenez, mais ça évite que le sang apparaisse trop vite. Et là, du coup, j'ai été lâché dans la cage sans vaseline. Bon, combat s'est déroulé. Le combat, je l'ai perdu sur arrêt de l'arbitre, parce que justement, j'ai commencé à prendre une grosse punition au sol à base de coups de coude. Et quand vous prenez plusieurs coups de coude sans pouvoir les défendre et sans vaseline, le résultat était vraiment pas très joli. On aurait dit Quasimodo un peu, j'étais plus ou moins défiguré. La chose qui est drôle, c'est que mon adversaire, dans le combat, donc quelques instants avant, je lui ai fracturé la mâchoire sur une droite, donc un enchaînement gauche-droite. J'ai entendu le POC, j'ai bien senti qu'il y avait un truc qui avait craqué. Il n'est pas tombé. Donc on a continué, c'est passé ce qui s'est passé, donc il a pris une position dominante au sol, il a envoyé des coups de coude et j'ai perdu comme ça. Mais après le combat, on est partis aux urgences tous les 2 dans la même ambulance. Donc je voulais lui payer une bière, mais il ne pouvait pas, parce qu'il avait la mâchoire un peu pétée. Donc on a quand même été examinés tous les 2 à l'hôpital en partant dans la même ambulance, en discutant ensemble. Et puis après, on a finalement bu notre bière en sortant de l'hôpital, lui avec une paille et moi au goulot. Bon. On s'est cogné dessus pendant quelques minutes. Ça a été violent d'une certaine manière et à la fin, j'aurais pu l'inviter à manger chez moi, comme moi, ouais. J'aurais pu, voilà, j'ai payé ma bière et puis voilà, et ça a toujours été le cas dans tous les combattants que j'ai pu affronter. Je garde toujours des liens cordiaux avec eux et il y a toujours une bonne ambiance et c'est une sorte de fraternité en fait. Ouais, c'est ça, voilà. C'est le même combat, après il y a l'adversité, mais il y a aussi le respect derrière qui va avec. Tout à fait. Ça pour le dos et... Ouais. C'est direct. Donc tu as fait une pause dans le milieu du MMA, ce qui t'a permis aussi donc, de t'occuper de ton enfant, comme tu l'as dit, et de développer ta vie privée. Oui. Tu t'es orienté vers le football américain, tu as appris certainement pas mal de choses aussi dans ces sports. Et donc tu es parti aux États-Unis pour un stage à la Gracie Academy. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quelque chose d'assez extraordinaire pour un Français, on va dire. Exactement, c'est assez atypique et encore une fois, je suis allé chercher ma passion pour la vivre à fond. J'ai toujours suivi la famille Gracie, qui est la famille qui a l'initiative de la création de l'UFC. C'est eux qui ont créé cet événement pour le populariser aux États-Unis et pour populariser leur style, donc le jiu-jitsu brésilien, pour montrer la supériorité du combat au corps à corps et au sol pour dominer un adversaire plus massif. Ça a marché, parce qu'ils ont remporté tous les premiers UFC. Et il y a eu un énorme engouement pour le jiu-jitsu brésilien, que ce soit les gens lambda aux États-Unis, dans le monde, dans le milieu du show business, du cinéma, enfin ça a été très très populaire dans les années 90 et début 2000, et maintenant c'est encore une des composantes principales du MMA. Ces gens-là, donc moi je les suivais dans le milieu du sport, et ils ont 2 des membres de la famille Gracie, Rainer et Riron Gracie, ont une chaîne dédiée, chaîne YouTube, dédiée ce qui s'appelle Gracie Breakdown. Ils vont débriefer certaines séquences de combat et également ils sont très proches du milieu policier des forces de l'ordre aux États-Unis. Ils sont d'ailleurs même nommés experts fédéraux auprès de la cour américaine parce qu'en fait, il leur a demandé de développer un système de self-défense et de corps à corps, mais orienté pour les forces de l'ordre. Donc, tout ce qui est forces de l'ordre armées, que ce soit police, shérif, pour les SWAT, US Marshals, pour aller se protéger soi et interpeller des individus. Donc en fait, souvent, il
ça leur arrivait de mettre des vidéos de débriefing sur YouTube, et en fait je m'en inspirais moi pour aider les MIP en gendarmerie, voilà, c'est des moniteurs d'intervention professionnelle de ma compagnie pour mon travail, pour aller leur apporter un peu le complément sur tout ce qui est combat au sol par rapport à ce qui a été fait en pur terme gendarmerie. Et puis un jour, en me renseignant dans mon travail de recherche d'information, j'ai vu qu'ils organisaient donc effectivement des stages de formation aux États-Unis, un peu partout. Ils ont à Los Angeles, c'est la maison mère, donc la Gracie Academy, mais ils ont également des académies un peu, comment on peut dire, des académies satellites un peu partout aux États-Unis. Et toute l'année, il y a des formations qui sont organisées en fait, leur but, c'est de former un maximum de gens à leur style, à leur formation, pour éviter justement aux États-Unis la multiplication de l'usage des armes ou des incidents. En fait, ils partent du principe qu'un officier qui ne sait pas, qui n'a pas d'option, c'est un accident en attente de se produire. Donc d'où l'usage, des fois des usages d'armes à feu abusifs de la part de policiers américains, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas gérer, ils n'ont pas la formation pour gérer certains types de situations. Donc j'ai vu ça, et je me suis dit, tiens, c'est ma passion, ça me plaît. J'ai envoyé un mail pour voir si je pouvais être accepté, et il a fallu que je montre patte blanche pour montrer que je faisais bien partie des forces de l'ordre françaises. Ils m'ont accepté, donc j'ai réglé le stage, parce que c'était un stage payant. Et donc je me suis envolé, donc j'ai été accepté par l'académie, je me suis envolé pour Los Angeles en septembre 2018. Et donc je me suis présenté à la formation pendant une semaine là-bas. Je me suis blessé le premier jour de stage, une fracture du cartilage intercostal, donc c'est douloureux, avec plusieurs côtes déplacées. Donc c'était compliqué dès le premier jour. Mais le problème, c'est que comme j'avais mis mes finances personnelles, j'avais investi pour ce stage, voilà, je ne me voyais pas abandonner le premier jour. Donc je suis resté. Là-bas, il y a des gens qui m'ont aidé, parce qu'on était 130 stagiaires, il y avait beaucoup de forces de l'ordre, mais également des pompiers, parce que certains pompiers sont armés aux États-Unis. Voilà. Ils étaient présents, et donc tous les matins, je me présentais une demi-heure avant avec mon café, et je passais par les vestiaires, et les mecs me donnaient des médicaments, alors je ne sais pas ce que c'était, mais ça marchait bien. Des bandes de contention, des patchs de novocaïne, enfin ils me traitaient pour que je puisse tenir la journée. Une super ambiance alors, super la ambiance. solidarité, ça c'est chouette. Ça c'était vraiment génial, quoi. Une expérience humaine exceptionnelle. Et donc j'ai fait les 3 premiers jours, c'était l'intégration technique de leur programme, qui est très 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 bien fait, très bien conçu, très intéressant. 4e jour, de la pédagogie pure, leur système, leur méthodologie à appliquer. Et le 5e jour, l'examen, donc notamment le matin, c'était terminé à midi, et voilà. Donc on a fait ce qu'il fallait faire, et du coup j'ai été certifié. Je suis le premier français à avoir obtenu la certification d'instructeur en Gracie Survival Tactics, parce que c'est le nom du programme là-bas. Je suis le premier instructeur français de leur package, de leur système de défense. Bravo. Merci. Et donc on pourra en revenir à tout ça, donc forcément à un gros moment de ta carrière, de ta vie tout simplement, je pense, ce genre de stage, rien que le fait d'avoir rencontré la famille Gracie, ça peut être un rêve de gosse pour les passionnés et puis même les pratiquants comme toi. Ce que je voudrais mettre en avant quand même, c'est que Pierre, il a toujours travaillé pour sa passion, donc il n'est pas resté dans son canapé, il a bougé, il a fait des efforts, il a appris l'anglais aussi. Donc c'est du travail sur la durée, c'est de l'investissement, c'est aussi de l'organisation, c'est important. Ouais. Et puis après, finalement, le travail paye, quoi qu'il arrive. Et donc tout ça, tu l'as traversé, tu es allé le chercher. Après, c'est vrai que là, on retient, après, c'est toujours pareil. C'est comme nous, en école sous-officier, on retient que les bons moments. Oui, bien sûr. Après, il y a des moments difficiles, il y a des blessures, il y a des échecs, il y a des défaites, mais c'est tout ça qui fait la somme de nos expériences, donc c'est ça qui est intéressant. Perdre, c'est toujours un sentiment plus qu'amer, c'est particulier, c'est difficile, et après, il faut savoir l'accepter. On a souvent dit, soit je perds, soit je gagne, soit j'apprends. C'est vrai, mais apprendre, c'est pas toujours facile. Voilà. Ouais, c'est ce qui fait aussi c'est la démarche intellectuelle qui va avec, c'est se relever d'une défaite, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Faut apprendre à le faire. Et mentalement, il faut, voilà, c'est une épreuve. Ça prend du temps, et puis finalement, après, quand on comprend le cheminement des choses, pourquoi on a perdu, parce que bon, après, il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres qu'on maîtrise pas, mais on apprend, comme tu dis, on apprend. Alors, soit tu travailles directement avec sortie de montage ici,
Tu vas bien mettre tes doigts. Au sternum. Sternum. En parlant d'expérience, donc par rapport à tes premiers combats, quelle est ta façon d'approcher, je veux dire, un futur adversaire maintenant avec le recul? C'est totalement différent. C'est diamétralement opposé, puisqu'à l'époque, quand je combattais, j'étais jeune. En fait, je voulais juste rentrer dans la cage pour m'ayocher, et puis parce que c'était ma passion, et je voulais vivre le truc. Là, ce sera le dernier que je ferai, avant mes 40 ans, donc j'aurai 38 ans en octobre. Et là, comme c'est le dernier, je voulais vraiment faire les choses bien. Donc je me suis alloué les services d'un préparateur physique, qui est un ami également, qui m'a fait toute une programmation, donc depuis que j'ai appris que je faisais le combat au mois de mars, où je sais chaque mois, chaque semaine, ce que je dois faire en termes de préparation physique. Je suis allé voir donc une hypnothérapeute pour la préparation mentale, qui travaille avec moi sur tout ce qui est visualisation du combat, technique d'optimisation du potentiel, de l'hypnose, pour débloquer certains blocages internes que je peux avoir, voilà, et qui m'aide en fait à viser, à aller chercher à remplir cet objectif. Et j'ai toute la préparation aussi tactique et technique. Donc ça, je vais chercher, je m'entraîne régulièrement avec des collègues qui sont boxeurs, qui sont lutteurs, qui me servent de sparring partner, donc pour essayer de trouver des poids lourds. C'est ce qui est le plus compliqué pour moi, pour avoir quelque chose de réaliste en face. Et je vais également chercher un complément de travail technique chez des gens spécialisés, notamment au Training Center à Épinal chez Steve Mojo, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien de Robert Drisdale, et ceinture noire 6e dan d'American Kenpo. Donc il faisait partie à la base du dojo dans lequel j'allais quand j'ai découvert ça il y a 15-16 ans. Et là, c'est lui qui m'aide également à parfaire ma préparation, notamment pour tout ce qui est technique de grappling et de combat au sol, et qui m'accompagnera pour être dans mon coin lors de ce dernier combat pour me coacher. Bouge-toi. T'as fait con, quoi. Ah oui, faut pas bouger. Oh, le mec. Tu as fait une trêve, on va dire, par rapport à tes projets familiaux, par rapport à ta vie privée, et tu as décidé de reprendre. Alors, quel a été le déclic? Alors, je pense qu'il y a peu d'éléments déclencheurs. En fait, ça fait 10 ans que j'ai arrêté, que j'ai pas combattu, parce qu'il y a eu la naissance de mon fils en 2009, donc on n'a pas les mêmes priorités, les mêmes interrogations. J'ai aussi eu cette année, j'avais continué un petit peu après sa naissance, mais j'ai eu 2 commotions cérébrales rapprochées qui m'ont contraint un peu à calmer, à lever le pied. Donc j'ai arrêté pendant 10 ans, je me suis orienté vers d'autres sports. Hein. J'ai fait un peu de semi-marathon, j'ai fait du crossfit, j'ai fait du football américain pendant 5-6 ans, qui est devenu une autre passion, hein, une de plus. Et là, cette année, je pense qu'il n'y a pas eu de déclic. Je pense que je ne suis pas un grand champion, mais je pense que je suis un passionné et j'ai une âme de combattant. Et quand vous avez ça, en fait, il n'y a pas eu de déclic, c'est resté en sommeil pendant ces années. Et je reparlais plus souvent d'UFC, plus souvent de MMA. Je lisais plus de biographies d'anciens combattants, de pionniers, ainsi de suite. Et en fait, l'envie, elle a toujours été là. Simplement, on va dire que la raison avait gardé ce feu à l'intérieur. Et puis là, ça refait surface de plus en plus. Et en discutant avec un ami que j'ai combattu il y a 13 ans, en Angleterre, donc c'était mon 3e combat pro, qui maintenant est promoteur. Je suis resté en contact avec lui, puisqu'il y a une très bonne mentalité dans ces sports, et on est toujours... on s'est battu, mais dès la fin du combat, on s'est retrouvé autour d'une bière, on a discuté. Ce que tu disais souvent hors caméra quand on se parlait comme ça, c'est que c'est un sport qui a beaucoup de valeur, et derrière il y a des liens qui se créent entre les combattants, malgré l'adversité, hein, parce que c'est un combat, c'est l'un contre l'autre, mais après, finalement, derrière on se retrouve et on partage beaucoup de choses. C'est difficile à concevoir pour les non-pratiquants, mais effectivement, ce qu'on vit dans un combat, pour faire un bon combat, il faut être deux. Et il y a toujours des gens, comme dans tous les sports, comme dans tous les milieux, qui vont gâcher un peu la fête, mais la plupart voire tous les gens que j'ai rencontrés dans une cage ou sur un ring, il y a de l'animosité dans le combat, c'est normal, mais ça a toujours été très correct et toujours un esprit très fair-play post-fight, on va dire. Et lui, donc ça a été le cas, on est resté en contact via Messenger toutes ces années, un gars très très sympa, David Wilson,
Et là, cette année, donc au mois de mars, c'est lui qui m'a envoyé un message. J'aurais peut-être une place pour toi en poids lourd. Du coup, sur le coup, je dis c'est gentil, mais ça fait 10 ans que j'ai pas combattu, c'est compliqué de me remettre dedans. Mais je lui dis, envoie-moi quand même les détails du combat pour que je vois. Je vais y réfléchir. Je suis très compétiteur par le sport. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Au final, j'ai accepté le combat. Un de mes amis qui était avec moi, qui était le capitaine de mon équipe de football américain, qui a fait aussi de la boxe et de la lutte, qui a toujours voulu se tester en compétition au niveau pro, voulait combattre. Donc il me dit, j'en ferais bien, j'irais bien aussi. Donc le deal c'était ça, c'était ok, je combats, mais il faut que tu me trouves un combat pour mon copain, Rémi Pro, qui voudrait faire son combat en MMA, et ça s'est fait comme ça. Donc il a trouvé un adversaire de même niveau, débutant, et donc on va combattre tous les deux. Voilà. Ok, donc une super belle aventure qui se dessine pour toi. On pourrait parler par contre de ces blessures que tu as connues, fractures, tout ça. Oui. Comment tu l'as vécu? Peut-être dans le fait d'être blessé, de t'en relever, mais aussi de l'accepter. Alors après, c'est vrai que quelque part, la blessure fait souvent partie du quotidien d'un combattant. Je ne me considère pas comme un combattant professionnel. J'ai eu la chance, comme je te disais, d'être passionné et d'avoir fait ça. Mais la blessure a fait aussi partie de mon quotidien. Donc j'ai souvent été blessé, à peu près partout. Que ce soit en termes articulaires, au niveau musculaire, au niveau cérébral. Donc oui, on va dire que c'est vrai que c'est pas quelque chose avec lequel on pense, on réfléchit. On est blessé. En fait, la blessure fait qu'on va essayer de la surmonter, d'adapter sa préparation, son entraînement pour poursuivre sa passion, continuer à pratiquer malgré les blessures. Après, maintenant, c'est vrai que la somme des blessures fait qu'arrivé à un certain âge, ça devient de plus en plus compliqué d'avancer. Ok, voilà. Alors Pierre, là, pour toutes les personnes qui s'intéressent à ces sports de combat, le MMA, mais également les autres, oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel serait le principal conseil que tu pourrais leur donner? Le principal conseil que je pourrais leur donner, alors le MMA en particulier, ou les sports de combat en général, c'est une passion qui est terriblement belle, terriblement dévorante, mais quand on se bat, on joue pas. On joue au football, on joue au basket, on joue pas au combat. Donc c'est quelque chose, il faut le prendre en considération. C'est quelque chose qui se prépare, donc à plusieurs aspects, et il y a toujours des risques inhérents à ces pratiques, comme dans tous les sports, là qui peuvent être des fois un peu plus prononcés. L'important, je pense que si j'ai un message à faire passer, c'est que si vous êtes passionné comme moi, encore une fois, je le répète, j'ai jamais été un champion, un excellent combattant même, mais j'ai toujours été terriblement passionné. Il faut vivre ces passions, il faut se donner les moyens. Et pour moi, la richesse, je suis riche, peut-être pas financièrement, mais je suis riche de mes expériences. J'ai vécu des choses que des gens ne vivront jamais. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça, c'est faites attention à vous, parce que il faut se préserver, ça reste un sport de contact avec certains risques. Maintenant, il ne faut pas hésiter, si c'est quelque chose qui vous passionne, il faut s'investir, il faut se donner les moyens, et il faut aller chercher sa passion. Faut la vivre à fond. Faut pas regretter, faut jamais regretter. Voilà. Moi, pour l'instant, je regrette rien. Tu vas donc vivre ce combat en Angleterre, dans un contexte particulier, donc ce sera un combat par passion, mais également un combat de cœur, pour un petit garçon qui souffre d'une leucémie. Exactement. À savoir que la cousine de ma copine, donc, et son mari, en fait, ont 3 enfants, et le dernier qui a âgé de 4 ans, qui s'appelle Nelvin, ça fait 1 an qu'il a été diagnostiqué avec une leucémie. Donc c'est quelque chose de lourd à gérer, enfin, étant parent, tu sais ce que c'est aussi, d'avoir son enfant qui à 4 ans doit alterner entre chambre stérile, chimiothérapie, et voilà, là pour le coup c'est plutôt lui le vrai combattant plutôt que moi. Et ça c'est difficile. Et j'ai voulu en fait m'associer à eux et montrer, promouvoir leur cause, montrer que je pense à eux, et je suis pas quelqu'un de riche, je suis pas quelqu'un de spécialement intelligent ou de médiatisé. Ce que je sais faire, c'est par exemple combattre. Donc, sachant que je dois y retourner, pourquoi pas faire quelque chose pour eux,
et je suis suivi par les Képi Pescalunes, qui est une association caritative de la gendarmerie, qui font plusieurs projets, comme notamment des concerts, des spectacles d'artistes, ainsi de suite, toujours en lien souvent avec les enfants, soit des enfants malades, soit des orphelins de la gendarmerie, ainsi de suite. Et donc ils m'ont suivi dans cette aventure, et du coup ils ont décidé de lancer une rondache, la production d'une rondache, donc d'un écusson militaire, dont les bénéfices de leur revente reviendront à la famille, alors pas de manière directe, sous forme d'enveloppe, mais pour leur financer un voyage en VIP à Euro Disney avec les parents, les enfants et le petit Nelvin. Et ça leur permettra, voilà, c'est pas quelque chose c'est pas une solution miracle, mais si c'est un minimum pour montrer qu'on... Ouais, ça lui apportera une voilà. part de bonheur, et ça sera le geste que tu feras pour eux. Exactement. C'est un très beau geste de ta part. C'est aussi pour ça que je me suis associé à cette interview qui est très importante. Merci à toi. Pour cet enfant et pour sa famille, mais aussi par rapport aux valeurs que tu dégages. Ça fait partie du package. On va aller chercher la victoire comme ça. Mais après, c'est pareil. Le combat, je m'y prépare. J'espère, et je sais que je vais le gagner. Maintenant, si le train déraille, comme on dit, et ben, au final, le résultat, peu importe. Moi, je veux le gagner, je vais le gagner. Mais si jamais il se passe quelque chose entre-temps, ce qui est beau dans un combat, comme on dit, c'est pas la destination, c'est le voyage. Moi, toute la préparation que je fais, c'est ça mon expérience. Et peu importe le résultat dans la cage, la vraie victoire, elle sera ailleurs. Elle sera en dehors. Donc elle sera à ce niveau-là pour cet enfant, pour cette famille. Et puis, c'est pareil, ça permettra d'attirer un peu l'attention sur le cancer infantile, sachant que tout le monde sait. Est-ce que tu sais la date de la Saint-Valentin ? Le 14 février. Voilà. Et la date, justement, pour le cancer chez l'enfant. Non, ça on ne sait pas. C'est le 15 février, c'est le lendemain. Et ça, très peu de monde le sait. Voilà. C'est quand même bien plus... Donc ça permet de mettre un peu en lumière là-dessus. Et voilà, des vrais petits combattants, il y en a plein. Il y a notre Nelvin, mais il y a beaucoup d'enfants qui se battent tous les jours par rapport à ça. Et voilà, c'est ma manière un peu de me mettre à leur côté et puis voilà, de faire... de souffrir à mon niveau, ce qui n'est rien comparé au leur. Voilà. Bien sûr, ouais. Et donc si ça peut permettre de mettre un peu en avant tous ces enfants qui souffrent, d'un point de vue sociétal aussi, parce qu'on parle beaucoup du commerce et tout ce qui va autour, tout ce qui est humanitaire on met de côté parce que ça dérange un peu dans les esprits. Ouais. Ça serait bien que les mentalités changent un peu à ce niveau-là. Peut-être grâce à toi et grâce à d'autres personnes, on pourra aller de l'avant. Ou d'autres dans l'océan, mais bon, après, à mon sens, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette expérience, j'ai eu la chance d'être suivi par une marque vestimentaire australienne, Fat Boy Fight. Donc, je porte fièrement leur t-shirt, un de leurs t-shirts, qui ont créé justement, un t-shirt, mon t-shirt d'entrée personnalisé pour entrer dans la cage en octobre. Et justement, ils m'en ont envoyé un, donc je voudrais t'en offrir un à Jérôme, à chaîne Oxygène. Merci. Voilà, ce t-shirt Pao. Bon, on va le sortir du truc. Ok, ma demande, voilà, c'est le. Je te le montre, je montre à la caméra. Ouais, super beau, ouais, magnifique. Donc Pao, mon surnom, Fuck Cancer, donc c'est justement le gimmick, le leitmotiv des parents du petit Nelvin. Donc j'ai voulu reprendre ça sur mon t-shirt pour m'associer à eux. Et avec l'ours, qui est un peu mon animal associé, entre nounours et grizzly. Ok. Donc voilà, ça me fait plaisir de te l'offrir. Merci, il est super beau. Je vais le mettre pour la fin de l'émission. Ah bah écoute, si tu veux. Moi le mien est encore trempé de sueur de la séance de ce matin. Vous le verrez peut-être sur d'autres vidéos Oxygène. Il me va parfaitement en plus. Écoute, j'ai envie de te dire, t'es magnifique. Merci. Donc, j'ai jamais vu un autre homme porter mon surnom avec autant d'élégance. Ça me va droit au cœur. Ça fait plaisir. En tout cas, merci pour cette interview, Pierre. C'était un très bon moment passé avec toi. Merci à toi, il y aura également un petit reportage par rapport à une séance que tu as préparée. Effectivement. Aussi à Roanne, dans une salle de sport. C'est à Hitform à Roanne, rue Albert Thomas. C'est la salle de sport dans laquelle je m'entraîne avec mon camarade Rémi avec qui on va combattre, et qui nous sert de base de support pour la préparation de ce combat. En tout cas, si vous avez apprécié les propos de Pierre et l'initiative qu'il a pris par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires, éventuellement à réagir et puis à partager aussi votre expérience dans le domaine.
On se retrouve très bientôt sur Oxygen Fitness avec d'autres entraînements. Avec plaisir. Et puis à très bientôt, Pierre. Et pour le mot de la fin, on peut dire fuck cancer. Fuck cancer, c'est clair. Merci Jérôme. Ciao, ciao. Hi guys, hi champions family, Pierre and Nelvin, with best wishes for you, from me, Alexei Lenin. Have a good day. Yo, what's up? Hey, Pierre and Nelvin, just wanted to say hi and what's up, yo, and good luck with all that stuff you're doing. And peace, brother. Hey, Pierre Zoro, thank you so much for your support. And man, good luck on your charity fight 2022. You know, don't even think about those 10 years off, man. Just focus on the fight, go after. All right, my friend. Os. Salut Pierre, salut Nathalie et salut Nelvin. Une petite vidéo de soutien à vous trois. Alors, je vais parler de Pierre en premier, hein, qui m'a envoyé un petit message. Déjà pour toi, écoute, tu as tout mon soutien pour le mois d'octobre, en espérant que ça le fasse, mais je ne doute pas que ça le fasse. Tu vas tout donner et tu vas déchirer. C'est ta passion. Tu vas bien nous représenter, nous tous, les gendarmes, les forces de l'ordre, les Français. Et puis tu vas représenter aussi un guerrier. J'allais dire un petit guerrier parce qu'il est jeune, il a 4 ans, mais non, c'est un grand guerrier. Il s'agit de Nelvin. Donc pour Nelvin, écoute, donne tout. On est tous derrière toi, derrière vous. Vous avez chacun un combat à mener. Hein, toi dans la cage et Nelvin un autre avec la santé, qui est loin d'être facile. Donc on est tout cœur avec vous, je suis de tout cœur avec vous, vous avez tout mon soutien. Et puis un soutien aussi à Nathalie, la maman de Nelvin qui s'est fait opérer de l'appendicite. J'espère que tout va bien pour vous tous. Voilà, donc une grosse pensée pour vous, à très bientôt et plein de force à vous, plein de courage. Ciao, à toi.